Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. La semaine dernière, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez adressait une lettre au roi Mohamed VI l'informant du changement de position de son pays concernant le dossier du Sahara. En effet, après un demi-siècle de neutralité, l'Espagne reconnaît enfin l'intérêt, l'importance et la pertinence de la proposition marocaine d'autonomie, rompant avec une approche qui se voulait intermédiaire entre les thèses séparatistes et la juste position du Maroc sur son intégrité territoriale. Pedro Sánchez appelle donc à de nouvelles relations qui remplaceraient celles qui prévalaient jusqu'alors, surtout à l'aune de la teneur claire et explicite des derniers discours du chef de l'État marocain qui rejetait toute ambiguïté ou ambivalence dans les relations de tous les pays avec le Maroc. Cela fait maintenant 1 an que les contacts entre Madrid et Rabat sont quasiment interrompus depuis l'accueil de Brahim Ghali, le chef du Polisario, dans un hôpital espagnol pour se soigner de la Covid-19. On se souvient, le Maroc avait protesté et face à l'intransigeance agressive, voire même hautaine de l'ancienne chef de la diplomatie espagnole, avait rappelé son ambassadrice pour consultation, annulé l'opération Marhaba et suspendu les liaisons maritimes de passagers entre les deux pays. Que s'est-il donc passé pour que Madrid change de position aussi brusquement et aussi radicalement ? Les avancées économiques et géopolitiques du Maroc peut-être ? Les nécessités et contraintes de la relance après Covid ? La guerre en Ukraine et les tensions sur l'économie énergétique après l'annulation du contrat gazoduc Maghreb-Europe par l'Algérie, un peu de tout cela en même temps. Nous y répondrons avec nos invités. Ali Harichi, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Samir Bennis, bonjour. Bonjour Aziz et merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien à partir de Washington. Vous êtes spécialiste des relations Maroc-Espagne, vous êtes consultant politique à Washington et vous êtes aussi rédacteur en chef de Morocco World News. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On commence donc par une question, comme d'habitude, groupée pour vous deux. Donc, je commence par vous, Samir Bennis. Même si vous êtes loin, vous allez avoir l'honneur de commencer, l'avantage de commencer en premier. Donc, l'Espagne reconnaît et soutient le plan d'autonomie proposé en 2007 par le Maroc pour régler définitivement la question du Sahara. Cette décision est présentée comme historique. En quoi elle est historique ? Cette décision est historique pour 2 raisons principales. La première raison est que c'est la première fois que la puissance coloniale du Sahara marocain se range du côté du Maroc et entérine la souveraineté marocaine d'une manière implicite en affirmant clairement que le projet marocain d'autonomie est la seule voie viable à même de permettre aux partis de parvenir à une solution politique. La deuxième raison, et ce n'est pas des moindres, l'Espagne devient le premier pays européen à soutenir d'une manière claire et sans embâche la position marocaine. Maintenant, je rappelle que la position espagnole est devenue plus forte et plus claire que la position traditionnelle adoptée par la France depuis 2007. Ceci étant dit, je voudrais mettre le point sur un point essentiel. On n'est pas là vraiment devant un revirement historique ou un virage historique comme la plupart des médias espagnols ont essayé de faire entendre. Dans des cas pareils, la nuance est de mise. On est là plutôt devant une évolution logique de la position espagnole durant les 5 dernières décennies. À ce propos, j'aimerais bien préciser que la position espagnole est passée de la passivité durant le dernier mandat de Felipe González durant les années 90 à une position de neutralité positive, voire négative, voire d'hostilité durant le deuxième mandat, notamment le deuxième mandat de José María Aznar, puis à une position de neutralité positive durant les 2 mandats de José Luis Rodríguez Zapatero. Et là, j'aimerais bien insister sur le fait que dès le début du mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, il y avait ce que j'ai toujours qualifié dans mes analyses, un accord tacite entre le Maroc et l'Espagne. En fonction de cet accord, le Maroc s'engageait à renforcer sa coopération avec l'Espagne dans la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme. En plus de ça, le Maroc s'engageait à mettre en veilleuse ses revendications territoriales
en ce qui concerne les enclaves de Ceuta et Melilla. En contrepartie, l'Espagne s'engageait à prendre une position à défendre la position du Maroc, ou du moins à prendre une position de neutralité positive. C'est ce qui s'est passé depuis 2008, lorsque Zapatero, pour la première fois, lors d'une réunion avec M. Abbas El-Fassi, qui était alors le Premier ministre marocain, avait qualifié le projet marocain d'autonomie présenté un an auparavant au Conseil de sécurité comme étant sérieux et crédible, et en décrivant le projet d'autonomie comme une contribution positive au processus onusien. On va entrer dans les détails. À l'époque... pardon On va entrer dans ce détail après. Continuez. Parfait. D'accord. Alors, bon, je ne sais pas si le Maroc s'était véritablement engagé sur Ceuta et Melilla, mais il y avait des accords qui faisaient que, il y a des choses qui étaient réclamées ou des choses qui pouvaient encore attendre un peu. Ali El-Harichi, votre sentiment sur le côté historique de cette décision? Personnellement, je trouve que c'est un tournant historique, cette position de l'Espagne, puisque, comme a dit Nice, c'était la puissance colonisatrice du Sahara marocain. Et puis l'attitude de l'Espagne a été toujours, même en étant avec une certaine neutralité positive, a été hostile à la position marocaine. Pourquoi et comment? D'abord, l'Espagne est un pays démocratique, ce que vous voulez, donc beaucoup d'associations, même beaucoup de partis politiques qui étaient dans les gouvernements espagnols, qu'ils soient de droite ou de gauche, soutenaient donc les séparatistes qui venaient donc à Madrid ou en Espagne, donc ils les soutenaient clairement. Et d'ailleurs, le dernier soutien, c'était l'arrivée carrément de Rally, donc le président du Front Polisario de la République fantoche, de la RASD. C'est un tournant historique. Pourquoi? Parce que d'abord, il met fin aux tergiversations de la position espagnole et il confirme la position, c'est-à-dire marocaine, de la justesse de la position marocaine sur son intégrité territoriale, sur le plan historique, juridique et tout ce qui y va avec. Donc, cette position de l'Espagne, d'autant plus que c'est un pays qui était parmi les pays européens qui ne soutenaient pas réellement la position marocaine. C'est-à-dire, il était là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une certaine hostilité dans les agissements du gouvernement espagnol ou même de la population ou de la société espagnole. Aujourd'hui, quand une décision vient clairement du chef du gouvernement, au président du gouvernement, du conseil de gouvernement espagnol, et qui soutient non pas sur le plan, c'est-à-dire onusien comme le font d'autres États, il a bien signalé la France, il soutient la position de l'ONU, mais il soutient la proposition du Maroc. La proposition, c'est-à-dire de l'autonomie proposée, c'est-à-dire par le Maroc, cette autonomie élargie, proposée par le Maroc depuis le 11 avril 2007. Donc, ce tournant historique, cette prise de décision espagnole, parce que comme vous savez, si on parle déjà de la résolution 2602, il parle de la proposition marocaine, mais il prend en compte l'autre proposition. Toujours. Et maintenant, dans toutes les résolutions, maintenant, c'est qu'ils n'ont pas dit on soutient seulement, même si 2602 était en faveur du Maroc sur plusieurs points, mais ils disent nous soutenons la position marocaine. Et ça, c'est très important. Alors, les termes sont forts. Je reviens sur ça. Donc, dans la lettre adressée par Pedro Sánchez au roi Mohamed VI, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible. Donc, la plus sérieuse, c'est par opposition à l'autre, pour la résolution du différend. Les Algériens, pour les Arabes, parlent de guerre, etc. Le référendum. On va mettre ça au niveau du différend. Samir Bennis, on sentait des frémissements depuis un certain nombre de mois, on savait des choses qui étaient en train de se passer, et puis voilà la déclaration en fait. Qu'est-ce qui a précipité les choses? On a parlé du conflit en Europe, de la guerre en Ukraine, on a parlé de la dernière visite de la secrétaire générale, la secrétaire d'État adjointe américaine au Maroc, en Espagne, en Algérie. Qu'est-ce qui a précipité les choses?
Bon, il y a tout un ensemble de facteurs qui ont contribué au fait que l'Espagne s'est finalement positionnée pour le Maroc. Mais il y a des raisons principales qui sont liées aux relations maroco-espagnoles proprement dites. Et il s'agit des intérêts économiques et sécuritaires que l'Espagne a avec le Maroc. L'Espagne sait parfaitement qu'elle ne peut pas pour ces raisons, qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une crise diplomatique majeure et prolongée avec le Maroc. L'Espagne est parfaitement consciente que c'est grâce au bon vouloir du Maroc et à sa coopération effective qu'elle a réussi durant les 2 dernières décennies à juguler les flux de l'immigration clandestine. Il y a aussi le dossier du terrorisme. Il y a eu une coopération accrue entre les deux pays dans ce domaine, ce qui leur a permis d'éviter la perpétration de beaucoup d'actes terroristes sur leur territoire. Or, sans la coopération du Maroc, qui est devenue, comme on le sait, un acteur régional et international de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et sans l'échange d'informations entre les deux pays, l'Espagne sait parfaitement qu'elle serait livrée à elle-même et serait dans l'incapacité de défendre son territoire. Le plus important encore est le facteur économique. Le Maroc est le premier partenaire économique de l'Espagne dans l'Afrique et dans le monde arabe. Économique ou commercial? Partenaire commercial, bien sûr. Partenaire commercial de l'Espagne dans le monde arabe et dans l'Afrique. Il est aussi son premier partenaire commercial au monde en dehors de l'Union européenne. De l'autre côté, l'Espagne est depuis maintenant 7 ou 8 ans le premier partenaire économique du Maroc et il a ainsi surclassé la France. Dans ce partenariat économique entre les deux pays penche souvent en faveur de l'Espagne qui dégage chaque année près de 2 à 3 milliards de dollars de superflu commercial. À cela, il faudrait ajouter l'existence de plus de 1000 compagnies espagnoles qui opèrent dans le territoire marocain. Et dans ce sens, j'aimerais bien insister sur le fait que l'Espagne, pour toutes ces raisons-là, elle a tout intérêt à maintenir et à renforcer ses relations avec le Maroc. Et je pense que le lobby espagnol y est pour quelque chose dans cette nouvelle prise de position espagnole. Et je pense que ce lobby économique, il pèsera dans les années à venir de tout son poids pour pousser l'Espagne à maintenir des relations cordiales avec le Maroc. Et là, j'aimerais bien insister que contrairement à ce que disent certains politiciens espagnols, notamment de l'extrême gauche, il ne s'agit les voix de l'Algérie et du Polisario, il ne s'agit pas là d'une position d'un parti politique, mais plutôt une position qui reflète la position de l'établissement politique espagnol et des acteurs économiques qui pensent qu'il est dans l'intérêt suprême de l'Espagne de maintenir des relations cordiales avec le Maroc. De la réelle politique, quoi. En fait, Pedro Sanchez a fait une déclaration il y a quelques jours en disant que la crise devenait insoutenable. Donc, c'est ce que vous venez d'expliquer. C'était difficile de soutenir, encore une fois, une opération Marhaba qui ne serait pas là, encore une fois, un blocage, une suspension des liaisons maritimes de passagers. Tout l'ensemble des choses, plus la pêche, plus d'autres, ça devenait insoutenable. Ça a été dit clairement par Pedro Sanchez. Al-Harachi, je reviens vers vous. Donc, après la France en 2007, qui avait reconnu la prééminence et le sérieux et la crédibilité du plan d'autonomie marocaine, c'est autour de l'Allemagne il y a quelques mois. Et puis maintenant, c'est l'Espagne. Alors, à qui le tour qu'on pourrait dire, sachant que le Maroc entretient de bonnes relations avec un Royaume-Uni post-Brexit, que la diplomatie marocaine a fait une grande ouverture vers les 4 pays du groupe de Visegrad. Comment vous voyez les choses au niveau européen, je parle, surtout au niveau européen? D'abord, le Maroc, on ne peut que saluer la diplomatie marocaine depuis bientôt, on va dire, une quinzaine d'années, c'est-à-dire une diplomatie qui est en train de construire sur le réalisme dans les relations internationales ou l'union-réalisme, c'est-à-dire les intérêts de la nation, et puis une ouverture sur plusieurs partenariats. Vous savez, le Maroc, après son indépendance, c'est-à-dire des territoires, les premiers territoires, c'est-à-dire que ce soit le centre de la France ou de l'Espagne au nord,
et puis de Sidi Ifni de l'Espagne, et puis du Sahara marocain en 1975, il a construit des partenariats au début juste, on va dire exclusivement, il y avait une exclusivité de dépendance, surtout avec la France et puis un peu avec l'Espagne. Mais le Maroc avait utilisé, il y avait ce qu'on appelle la technique du balancier, qu'il a utilisé depuis la bataille d'Isly, pour revenir à votre question, pour répondre à votre question, c'est-à-dire en 1844, où le Maroc s'ouvrait à des partenariats dans le temps, depuis presque un siècle et demi, à plusieurs partenaires, pour ne pas avoir la domination d'un partenaire par rapport à un autre. Bon, au moment du protectorat, c'est vrai, ces deux États, ils avaient pris encore l'exclusivité, puisque c'était les puissances administrantes. La France avait racheté la dette. Et voilà. Et le Maroc, après l'indépendance, il a été tenu d'avoir cette dépendance, le centre et la périphérie, mais il a commencé à ouvrir donc ses partenariats et sa diplomatie avec plusieurs pays. Pour ce qui est de l'Espagne, si vous voulez, on peut revenir. L'Espagne, depuis une dizaine d'années, c'est le premier partenaire commercial du Maroc, parce que la France reste le premier partenaire économique du Maroc. Parce que dans le partenariat économique, il y a plusieurs choses. Il y a les investissements directs étrangers, il y a les partenariats, c'est-à-dire financiers, et il y a le partenariat commercial économique. L'Espagne est un partenaire commercial du Maroc. C'est le premier depuis presque 10 ans, depuis 2012-2013. Et l'Espagne perdait, parce que lorsqu'il y a eu la crise, ou face à son attitude, à son hostilité à la question marocaine, il perdait, c'est-à-dire il pouvait perdre dans cette coopération, dans ce partenariat. Donc, ça, c'est un atout. Il y a aussi l'atout de la migration, de la sécurité. Et tout cela a fait que le Maroc, les autres pays, maintenant, on parle de la Grande-Bretagne aussi, parce que la Grande-Bretagne, on a vu qu'il y a eu beaucoup de visites de part et d'autre, c'est-à-dire entre le Maroc, le ministre des Affaires étrangères qui était en Grande-Bretagne, il y a des ministres en dehors des Affaires étrangères qui négocient avec la Grande-Bretagne sur les énergies, sur beaucoup de choses. Donc, et la Grande-Bretagne, on ne la considère plus dans l'Union européenne, puisqu'après le Brexit, il est dans un autre axe. Il est dans l'axe, bien sûr, américain, qui nous soutient aussi, et qui avait même déclaré, tout à notre bonheur, que le Sahara et les Marocains, donc la déclaration qui est toujours, et qui est toujours là. Et contrairement à ce que les Algériens prétendaient... Vous verrez, le Royaume-Uni peut-être prendre une décision. Oui, le Royaume-Uni, d'autres en Europe, peut-être on attend la France, mais la France, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a les élections. Il y a les élections, donc il y a les campagnes électorales. Ceux qui se présentent aux élections vont être très prudents pour prendre une décision ou une autre. Mais la France soutient, on va dire, le Maroc dans sa proposition, pas dans sa proposition, mais on va dire sur son plan, et ce qui est sur le plan onusien. Mais la Grande-Bretagne, c'est fort probable, peut-être une autre surprise. Bon, surtout l'Espagne, c'était une surprise, il faut le dire. On l'attendait peut-être, mais pas que ça vienne en ce moment-là. Donc c'était une décision, mais espérons que la Grande-Bretagne va prendre le même chemin. Et d'autres aussi. Samir Benni, je reviens vers vous. Alors, Ali Halachi parlait si Aziz, si vous permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que oui, bien sûr, allez-y. Vient de dire. Bien sûr. Je pense qu'en ce qui concerne la Grande-Bretagne, je pense qu'il faudrait juste rappeler des faits historiques, que la Grande-Bretagne a un rôle et une responsabilité morale envers le Maroc et le peuple marocain. Pourquoi ? Parce que si l'Espagne a réussi à avoir une sphère d'influence au sud du Maroc, c'est grâce à la Grande-Bretagne qui, on le sait, à la fin tout d'abord, la Grande-Bretagne avait signé avec le Maroc en 1895 un traité selon lequel elle reconnaissait que le Sahara était marocain, mais en 1904, elle avait signé un accord avec la France dans lequel elle demandait à la France de permettre à l'Espagne d'avoir une sphère d'influence au sud du Maroc et de faire en sorte que Tanger reste une ville internationale. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre voulait éviter à tout prix que la France s'empare du territoire marocain entièrement. Donc, l'Espagne, à l'époque, elle venait de perdre ses colonies de Porto Rico, des Philippines et de Cuba. Donc, l'Espagne n'avait aucune influence, ni militaire, ni économique. Et c'est grâce à l'intervention et à l'intercession de l'Angleterre
que l'Espagne a pu avoir une sphère d'influence au Maroc. Donc, ce sont des faits historiques qu'il faudrait rappeler et il faudrait rappeler ça à nos amis britanniques pour les pousser à prendre une position qui reflète les droits historiques et légaux reconnus d'ailleurs par l'Angleterre sur notre Sahara. Je crois qu'ils le savent. Je crois qu'ils le savent déjà. Il y a eu beaucoup d'images, enfin de facsimilés ou de documents historiques qui sont sortis dernièrement, qu'on voit sur les réseaux, aussi bien d'ailleurs dans les correspondances entre les rois du Maroc et les rois britanniques qu'avec les rois espagnols. Je reste avec vous, Samir Bennis. Je voulais vous poser la question de l'Algérie. On a appris que l'Algérie avait rappelé son ambassadeur pour consultation après la décision espagnole. Comment vous voyez les réactions donc, de notre voisin après cette décision? Au-delà de l'appel de l'ambassadeur, question pour vous deux d'ailleurs. Allez-y, Samir Bennis. Je pense que cette décision a fait beaucoup de mal à la junte militaire algérienne et lui a fait l'effet d'une douche froide, car l'Algérie voit avec impuissance, plutôt le régime algérien voit avec impuissance comme le Maroc, cette vieille État-nation qui a des traditions et qui a un État profond très fort, est en train de lui damer le pont et de marquer beaucoup de progrès dans ses efforts destinés à garder et protéger son intégrité territoriale. L'Algérie, maintenant, elle est limitée à juste faire à chaque fois de sortir des communiqués tonitruants pour duper son opinion publique espagnole et son opinion publique nationale et essayer de lui donner l'impression qu'elle est prête à faire payer l'Espagne pour ce changement de position. Ça s'arrêtera là au point de vue diplomatique, du point de vue diplomatique, bien sûr. Je pense que, comme c'était le cas d'ailleurs avec la France, je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois ou plus tard, l'ambassadeur algérien reviendra à Madrid sans que l'Algérie n'obtienne aucune concession de la part de l'Espagne. Et pourquoi? Parce que l'Algérie a tout simplement perdu la carte de laquelle s'est prévalu pendant 5 décennies pour mettre de la pression sur l'Espagne et la pousser à ne jamais se positionner pour le Maroc. Et cette carte, c'était la carte du gaz et que l'Algérie vient de perdre il y a quelques mois à cause de sa décision de ne plus renouveler l'accord concernant le gazoduc Maghreb qui reliait l'Espagne et l'Algérie à travers le Maroc. Les choses ont complètement... Je pourrais revenir sur ça plus tard. Oui, on reviendra là-dessus parce que ça reste important. Même question pour vous, Ali Harichi, comment se situe la position algérienne? Donc, Samir Bennis a commencé à parler aussi du gaz au niveau de leur politique gazière. En n'oubliant pas le fait qu'il y a une grave crise actuellement, de graves tensions sur tout ce qui est énergie, gaz russe, Ukraine, vous avez compris ce que je veux dire. D'après vous, est-ce que l'Algérie va s'arrêter au niveau diplomatique ou elle pourrait aller plus loin? D'abord, l'attitude algérienne démontre clairement que l'Algérie est partie prenante dans ce différend, contrairement à ce qu'elle prétend. Parce que l'Algérie, quand elle a été appelée à table ronde dans les résolutions, la dernière résolution et celle qui était la précédente, il dit qu'elle n'est pas partie prenante de ce différend et qu'elle n'est pas concernée. Elle est observateur. Donc, elle est observateur. Aujourd'hui, on lui pose la question, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, cette junte politico-militaire qui domine l'Algérie et qui a toujours utilisé la théorie de l'ennemi de Carl Schmitt, c'est-à-dire que le Maroc, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, pourquoi l'Algérie a rappelé son ambassadeur s'il n'est pas une partie prenante, c'est-à-dire de l'Espagne? Je peux comprendre pour la France, puisqu'ils étaient concernés, parce que c'était la déclaration donc, du président français vis-à-vis de l'État algérien, qui ne date que de 1962. C'est compréhensible qu'ils rappellent leurs ambassadeurs à Paris, mais ils ne l'ont pas rappelé à Washington, ni de Washington, et maintenant ils le rappellent de Madrid. Donc voilà, elle est partie prenante, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'Algérie, il vit toujours dans cette diplomatie, c'est-à-dire de la guerre froide. Parce que l'Algérie, bien sûr, elle a construit sur une guerre d'indépendance. Oui, 60-70, après sa guerre d'indépendance. Elle a essayé de jouer le rôle de leader dans le tiers-monde. Elle a utilisé la rente, c'est-à-dire la rente, on va dire, financière qu'elle avait avec le gaz et le pétrole. Elle a utilisé cela et il jouait ce rôle de leader. Mais ce rôle est terminé. Aujourd'hui, l'Algérie
elle est devenue, c'est-à-dire, dans un sens, il a été écarté de l'arène internationale en tant que décideur. Il ne faut pas oublier que l'Algérie avait des positions très fortes, que ce soit au niveau des Nations Unies ou au niveau même de la Cour internationale de justice avec Bedjaoui, qui était un publiciste. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, il est isolé par rapport à sa position. On reviendra sur son isolement, on reviendra parce qu'il y a encore une fois, on ne peut pas lire l'actualité internationale sans se référer à ce qui se passe entre le bloc occidental et la Russie. On va rester avec donc la géoéconomie gazière, Samir Bennis. Je voudrais vous faire réagir un peu sur ce qui est en train de se passer, mais juste après la pause. On se retrouve dans quelques secondes. Bonjour, sur le plateau du débrief pour une deuxième partie. Nous consacrerons la deuxième aussi à la nouvelle position espagnole concernant l'affaire du Sahara marocain. Nous en discutons donc avec Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis, et avec Samir Bennis à partir de New York, spécialiste des relations Maroc-Espagne, consultant politique et rédacteur en chef de Morocco World News. Samir Bennis, juste avant la pause, je voulais vous faire réagir sur l'idée que ce soit les réalités de la géoéconomie gazière qui aurait eu, à l'aune de la guerre en Ukraine, alors du conflit entre Russie et Occident, qui aurait fait peut-être accélérer ou influer ou fait évoluer la position espagnole. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Ouais, tout d'abord, il ne faudrait pas sous-estimer le travail extraordinaire fait par notre diplomatie depuis des années et surtout durant cette crise, et l'intransigeance et la confiance qu'elle a montrée à l'égard de l'Espagne et d'autres pays, et aussi les intérêts que l'Espagne a avec le Maroc que j'ai cité tout à l'heure. Mais il y a aussi un facteur très important qui a pesé de tout son poids dans cette décision espagnole. Il s'agit du facteur du gaz algérien. On sait bien que quand l'Algérie a décidé de ne plus renouveler le gazoduc à Maghreb, et il l'a fait dans l'intention de punir le Maroc et de l'affaiblir. Les Algériens, ils pensaient que le non-renouvellement du gaz allait faire du mal à l'économie marocaine, etc., parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe au Maroc, et c'est vraiment surprenant venant d'un pays avec qui on a des problèmes depuis 5 décennies. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en prenant cette décision, l'Espagne, comme j'ai dit dans un article que je viens de publier, a offert le soutien espagnol au Maroc sur un plateau en or. Pourquoi? Parce qu'en fermant ce gazoduc, l'Algérie s'est privée elle-même de son influence sur l'économie espagnole. Parce que le gazoduc, l'Algérie, il y a juste un an, il représentait 45% le gaz algérien représentait 45% de la consommation espagnole. 60% en 2015. Non, j'y viens. L'année dernière, le gaz algérien représentait 45% de la consommation espagnole. Mais au début du 21e siècle, le gaz algérien représentait 60% de la consommation espagnole. Et rien qu'entre 2014 et 2018, le gaz algérien représentait entre 50 et 60% de la consommation espagnole. Mais comme j'ai dit, l'année dernière, c'était juste 45%. Mais à cause de la fermeture de ce gaz, cette part du gaz algérien a diminué à 22%. Pourquoi? Parce que le gaz qui passait par le Maroc représentait 23% du gaz algérien consommé par l'Espagne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Espagne, parce que c'est un vieux État-nation, qui a des traditions, qui a des gens qui travaillent en amont et depuis des années, ils avaient étudié ce scénario depuis des années. Et pour l'éviter, l'Espagne a construit une infrastructure de pointe dans le gaz naturel liquéfié. Et l'Espagne a 6 terminaux du gaz naturel liquéfié. Elle est le premier pays européen de ce sens. Par exemple, l'Allemagne n'a aucun terminal du gaz liquéfié. L'Espagne a le tiers de la capacité de stockage du gaz naturel liquéfié. Et grâce à cette politique de longue date, à cette politique visionnaire de l'Espagne
a pu éviter les effets désastreux que la fermeture du gaz algérien du Maghreb aurait pu avoir sur son économie. Et du coup, l'Espagne s'est rapportée sur le gaz liquéfié américain qui est passé de représenter, il y a juste un an, 40% de la consommation espagnole, à représenter à fin février 34% de la consommation espagnole. Donc, depuis un mois, les États-Unis, le gaz liquéfié américain a surclassé le gaz algérien qui pendant 5 décennies représentait la majorité écrasante du gaz consommé par l'Espagne et permettait à l'Algérie d'utiliser cette carte comme un moyen de pression pour empêcher l'Espagne de se positionner d'une manière favorable avec le Maroc. Et le pire, d'ailleurs, pour contourner aussi une éventuelle pénurie en gaz, l'un de nos responsables gouvernementaux a dit que le Maroc pourra commander maintenant du GNL à livrer directement dans les ports espagnols pour être regazéifié et envoyé au Maroc par le fameux gazoduc. Voilà. Juste un autre point, et c'est ça qui est pesé dans la décision espagnole, l'Algérie ne peut même pas punir l'Espagne. Pourquoi? Parce que contrairement aux contrats pétroliers qui sont des contrats de courte durée, les contrats de gaz sont des contrats de longue durée qui peuvent durer des années, voire des décennies. Comme le contrat du gaz, Medgaz, qui relie l'Algérie à l'Espagne, il a été signé en 2018 et va jusqu'en 2030. Donc l'Algérie ne peut même pas reconsidérer les prix du gaz. Les prix du gaz ni même couper l'approvisionnement de l'Espagne. On va dire donc finalement que les Espagnols se sont sentis un peu les mains libres après la décision algérienne de fin octobre de bloquer donc le gazoduc Maghreb-Europe. Harichi, si vous voulez commenter donc cette actualité gazière, mais l'autre question que je voulais vous poser, si vous commentez donc l'actualité gazière, c'est que est-ce que sachant que l'Espagne est membre de l'OTAN, sachant que nous sommes alliés majeurs de l'OTAN et depuis 2004, est-ce que cette guerre aussi en Ukraine n'a pas influé sur la décision espagnole pour se rapprocher de nous, sachant que l'Algérie serait l'allié de la Russie dans la région? Vous savez, dans la géopolitique, elle est internationale. Il peut y avoir certaines choses, certaines actions qui se passent dans un continent, mais dont la portée peut être sur d'autres continents ou sur d'autres pays, pour ne pas dissocier ce qui se passe ici et là-bas. Maintenant, en revenant à la réalité donc, géoéconomique du gaz, c'est vrai que l'Algérie était alimentée à 60% donc l'Espagne par le gaz, et puis cette année-là, ils sont à 23% ou à 22%, puisqu'ils ont fait, après la décision unilatérale qu'ils ont pris de ne pas faire transférer le gaz par le gazoduc Maroc, enfin qui passait par le territoire marocain. Je pense que l'Espagne, comme cela a été dit, a pris ses précautions. Et il ne joue pas de la dépendance du gaz algérien. Et il n'y a pas que le gaz qui a fait que l'Espagne a fait un revirement dans sa position. Il y a d'autres choses qu'on a dit. Il y a d'abord la légitimité de la cause marocaine. Le Sahara et les Marocains, que tout le gaz algérien passe à 100% à l'Espagne ou pas. Non, mais on sait bien que la légitimité est de c'est-à-dire que ça fait quand même 50 ans que ça dure, donc il a dû y avoir quelque chose qui a fait bouger les choses. Non, ce n'est pas le gaz, parce que de l'autre côté, comme on a dit, le Maroc est le premier, l'Espagne est le premier partenaire économique, plutôt commercial du Maroc. L'Espagne, il ne faut pas oublier le nombre de Marocains ou de binationaux ou de Marocains qui résident à l'étranger qui passent par l'Espagne. C'est presque 3 millions de personnes qui passent chaque année. Et quand il y a eu la fermeture, c'est-à-dire du passage par le territoire espagnol, l'Andalousie et l'Espagne ont senti qu'il y avait beaucoup de choses à perdre avec le Maroc. Il y a aussi les Marocains qui partaient aussi pour passer des vacances en Andalousie. Donc le Maroc contribue à l'économie de l'Espagne. Il n'y a pas que le gaz dans cette équation. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a aussi le côté géopolitique Maintenant, si on revient au côté géopolitique, l'Espagne ne rentre pas dans cette dépendance européenne du gaz russe. Elle était plus ou moins dépendante du gaz algérien, mais il y a
dans le partenariat, il n'y a pas d'exclusivité. Si vous avez l'exclusivité avec un État, vous ne pouvez rien faire. Donc, elle a cherché ailleurs. Et les Américains, bien sûr, qui sont partenaires du Maroc, ont travaillé avec les Espagnols. Et aujourd'hui, c'est le gaz américain qui est sur le territoire espagnol et qui peut peut-être passer par ce gazoduc vers le Maroc. Et au niveau OTAN maintenant, si on revient à la Russie, le gaz algérien peut être même dépassé par l'Espagne et l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc travaille sur un autre gazoduc. Il y avait la proposition du Maroc de faire passer un gazoduc par le Nigeria et par 15 États africains de l'Afrique de l'Ouest. Donc des États africains de l'Ouest. Et ça, c'est un projet qui va non seulement dépasser et éliminer peut-être le gaz algérien, mais aussi faire, on va dire, la dépendance européenne au gaz russe va diminuer. Donc il y a ce projet-là. Donc la présence du Maroc, il n'est pas seulement sur... À ce niveau du gazoduc Nigeria-Maroc, les Européens ont pêché par manque de prévision, parce que ça aurait été un moyen, en y pensant... Parce que les Algériens, ils voulaient faire passer ce gazoduc par le Niger et directement par l'Algérie. Il y avait la proposition... On sait bien que ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela que la Russie se trouve là-bas, donc elle se trouve au niveau du Sahel. Vous, rapidement, il n'y a pas de... Vous ne mettez pas un lien sur le fait que l'Espagne soit OTAN, que l'OTAN soit en conflit maintenant avec l'Ukraine, que le Maroc soit allié majeur de l'OTAN, etc. Il n'y a pas de... Il y a certainement une nouvelle distribution des cartes. Le Maroc, certainement, il soutient les pays, c'est-à-dire l'Occident, ses alliés, les pays qui sont ses alliés. Mais quand ses alliés ont pris une position hostile au Maroc, il a été clair, que ce soit avec l'Allemagne ou l'Espagne ou un autre pays. D'accord. Alors, maintenant, les choses ont été faites. On sort d'une année de conflit, de rupture pratiquement de relations. Maintenant, on est rapproché dans le sens du respect, dans un cadre de respect mutuel, ce qui est très important, parce que l'une des choses qui avait déplu au Maroc aussi, c'était la réaction hautaine de l'ancienne chef de la diplomatie espagnole. Nous sommes dans un cadre de respect mutuel, de respect de l'intégrité territoriale de chaque pays, etc. Alors, Samir Bennis, de quoi vont-ils parler? Nous savons que à la fin de cette semaine, donc vendredi prochain, le ministre des Affaires étrangères espagnol sera sur nos terres. De quoi ils vont parler? Pedro Sánchez a parlé de sécurité, de migration, de relations économiques, mais il y a les frontières maritimes, il y a autre chose, ce que les Espagnols appellent leur fameux matelas d'intérêt. Quel est ce matelas d'intérêt? De quoi ils vont parler? Tout d'abord, je pense que maintenant, les relations entre les deux pays vont repartir sur des bases plus solides, et que maintenant, il y a une entente sur ce que chaque pays attend de l'autre. Et il y a beaucoup plus de respect. L'Espagne maintenant prend en considération l'importance capitale et vitale de la question du Sahara pour le Maroc. Donc maintenant, les choses sont plus claires qu'auparavant. Je pense qu'une des premières questions qui seront traitées durant cette visite est l'opération Marhaba. On sait bien que l'Espagne a été privée de cette opération l'année dernière, et ça a causé, si l'on croit ce que le journal La Razón avait dit à l'époque, l'Espagne de perdre entre 2 et 3 milliards d'euros l'été dernier. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, bien sûr, les deux parties vont se pencher sur la question du renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, bien sûr les dossiers traditionnels, en plus, je pense, de la question de la délimitation de la zone maritime entre les deux pays dans l'Atlantique. Et étant donné la sensibilité de la question de Subsahel Libya pour les deux parties, je ne pense pas que cette question fasse partie des discussions, au moins de la déclaration publique qui sera rendue par les deux responsables à la suite de leur rencontre. Donc vous pensez qu'ils vont parler surtout économie. Ali El-Harichi, vous souscrivez? Est-ce qu'il y a l'économie, il y a autre chose? Bien sûr, il y a la pêche, bien entendu, la migration, il y a la pêche. Et dans l'économie, c'est-à-dire parce que l'Espagne, c'est le premier partenaire commercial, mais l'Espagne n'investit pas au Maroc.
L'Espagne, contrairement à d'autres pays, n'investit pas des investissements directs étrangers qui créent de la valeur. Au Maroc, en général, c'est des commerces, c'est des échanges commerciaux, c'est du négoce. C'est pour ça qu'ils sont le premier partenaire commercial et pas économique. Et pas économique. Donc, le Maroc, je pense qu'il va mettre le pas, parce que l'Espagne, il doit acter cela. Il doit acter parce qu'il n'y a pas que seulement la reconnaissance de la Marocanité du Sahara, mais il doit acter ses relations et ce partenariat avec du win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Donc, il doit acter cela, à mon sens. Il faut des investissements industriels au Maroc. Il faut aussi acter cela au niveau du Sahara marocain. Pourquoi pas ne pas investir puisqu'ils ont fait des autoroutes. L'Espagne avait déjà fait un projet d'autoroute au Maroc. Donc, ils peuvent le faire dans cette région pour acter cette position qu'ils ont prise. Comme je pense pour Sebtaïm Lilia, cela va prendre un peu de temps, je pense. Et ça ne sera pas dans la discussion pour le moment. Vous savez, Sebtaïm Lilia, on en parle, mais c'est les Espagnols qui en ont parlé. Pedro Sánchez a parlé de respect et d'intégrité territoriale. Mais l'intégrité territoriale, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est eux qui en ont parlé. Le fait que le chef du gouvernement espagnol se retrouve à Ceuta pour faire sa déclaration, c'était pour donner un certain nombre de messages. Mais bon, les Marocains n'ont pas répondu parce que la question lui a été posée. Est-ce que vous avez une réponse du roi du Maroc qui n'a pas répondu? Donc bon, on verra ce qui va se passer entre les deux chefs de la diplomatie. Restons en Espagne, Samer Bennis. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais si vous pouvez en donner plus de détails, si vous en avez plus, quels sont actuellement les rapports de force internes, les rapports de force politiques internes en Espagne, sachant que il y a un certain nombre de formations politiques ou de sociétés civiles qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette nouvelle position espagnole. C'est juste une précision en ce qui concerne les investissements espagnols au Maroc. On ne pourrait pas dire que l'Espagne n'investit pas au Maroc et minimiser ces investissements. C'est vrai qu'il n'investit pas autant qu'en Amérique latine et dans d'autres pays du monde, mais il faut néanmoins préciser que les investissements espagnols au Maroc représentent 14% des investissements cumulés que le Maroc a reçus ces dernières décennies, et que l'Espagne est classée deuxième avec 14% derrière la France qui représente 23% de ces investissements. Ils sont loin quand même. C'est loin quand même. C'est loin quand même de 14 à 23%. Il y a la Turquie. 14% à 23%. Donc, mais c'est pas rien. Donc il y a quand même des investissements espagnols au Maroc. En ce qui concerne la deuxième question, bien évidemment, étant donné le soutien dont le Polisario a toujours joué en Espagne de la part de large secteur de l'opinion publique espagnole, surtout l'extrême gauche et l'extrême droite, la pilule de la reconnaissance implicite de la souveraineté marocaine par l'Espagne ne passe toujours pas. Il y a eu beaucoup de voix qui sont élevées et qui ont crié au scandale au motif que la position espagnole ne s'alignerait pas avec sa position traditionnelle et qu'elle violerait le droit international. En ce qui concerne le parti politique Podemos, c'est vrai que sa position discordante par rapport au chef du gouvernement était en quelque sorte prévisible. Pourquoi? Parce que ce parti a toujours soutenu la thèse de l'Algérie. Excusez-moi, ils ne sont pas membres du gouvernement, Podemos? Non, ils le sont, mais... Ils n'ont pas quitté la majorité, donc c'est... Non, ils ne l'ont pas quitté, mais là, je tiens à préciser que leur prise de position est un non-événement. Pourquoi? Pas pour la simple raison que selon la Constitution espagnole, il appartient au chef de gouvernement de tracer les lignes générales de la politique étrangère du pays. Donc, quoi qu'ils disent, c'est le chef du gouvernement qui prend la décision. Et comme j'ai dit auparavant, cette décision ne reflète pas la décision d'un parti politique ou d'une personne, mais plutôt la décision, le sentiment de l'établissement politique espagnol et des acteurs économiques influents qui pensent qu'il est de l'intérêt de l'Espagne de maintenir de bonnes relations avec le Maroc. Dans le même sens, je tiens à dire que Podemos est en train de perdre de son attrait et de sa légitimité à cause des scandales dans lesquels ces cadres ont été impliqués dans les dernières années. Et les derniers sondages d'opinion le donnent comme quatrième
perdant sa place par rapport à 2019 et perdant trois membres du Donc Parlement. on revient vers la polarité habituelle PSOE, Parti populaire. Si vous permettez, maintenant, selon les sondages, il y a maintenant une montée en puissance du parti Vox, le parti de l'extrême droite, qui maintenant se positionne en troisième position derrière le PSOE, le Parti socialiste, et le PP. Mais en général, le sentiment qui prévaut à l'heure actuelle en Espagne est que malgré cette progression fulgurante de l'extrême droite, le Parti socialiste a toujours toutes ses chances de finir premier dans les élections de l'année prochaine et de former une coalition gouvernementale. Et même s'il devait la former avec Podemos, ce parti n'aura plus le même poids politique que maintenant, il aura moins de portefeuilles ministériels. Et dans ce cas-là, les élections générales n'auront aucun impact sur la position espagnole. Et même dans le cas où la droite venait à prendre le pouvoir à travers une coalition gouvernementale, elle ne pourrait pas reconsidérer sa position sur le Sahara pour les raisons que je viens de citer. Vous savez, de toute manière, c'est une question de réelle politique et de décision souveraine concernant un État qui est prise généralement par le gouvernement d'un État. Donc, quand on sait que Pedro Sánchez, je le rappelle, a parlé de crise insoutenable, ça veut dire qu'il va de l'intérêt de l'Espagne de régler ce différend et cette incompréhension. C'est Aziz, oui. On sait bien que... Une seconde, on laisse la parole à Samir Benis, je reviens à vous, Ali Harichi. Oui, allez-y, Samir Benis. On sait bien que l'économie, mais les acteurs économiques, c'est eux qui ont de l'influence sur les politiques et qui les poussent à prendre des décisions qui vont dans le sens de protéger leurs intérêts économiques. Et sachant les intérêts économiques de l'Espagne avec le Maroc, il est évident qu'il était dans l'intérêt de l'Espagne de normaliser ses relations avec le Maroc. On le sait depuis Marx, c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure, disait-il. Allez-y, Ali Harichi. Oui, juste pour les partis politiques espagnols. Quels que soient les partis qui peuvent arriver, c'est-à-dire réussir dans les prochaines élections espagnoles ou remporter la majorité, c'est une position, parce que ce n'est pas l'Espagne qui prend seule la décision. Vous avez parlé de la réelle politique. Il y a le Maroc, parce que l'Espagne a été poussée à prendre cette décision au vu de ses intérêts avec le Maroc. Et quel que soit le parti qui va prendre le pouvoir, certainement les socialistes avec des reconfigurations peut-être, avec d'autres partis Podemos ou autres, mais ils ne peuvent plus changer cette position parce que le Maroc est un acteur régional et on n'a pas oublié de parler. Le Maroc est la porte de l'Afrique. Le Maroc, il sécurise, c'est une ouverture vers l'Afrique parce que le Maroc a travaillé dans la diplomatie marocaine sur plusieurs soft power, sur la diplomatie religieuse avec l'Afrique, sur la diplomatie commerciale avec l'Afrique, sur la diplomatie de l'amitié et de ce qu'on appelle les rapports sud-sud. Le Maroc a ouvert cette voie, d'autant plus qu'il sécurise la voie du commerce par le passage de... Donc le Maroc, il est présent et la position espagnole ne peut plus changer, quel que soit le gouvernement qui puisse arriver. Mais il faut dire, pour les investissements, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais les Espagnols n'investissent pas vraiment dans l'industrie et des investissements importants au Maroc, contrairement à la France et à d'autres États, même arabes, les Émirats arabes unis ou d'autres États. Peu importe ce qu'ils investissent, mais ce n'est pas de la création de la richesse ou de la création de l'emploi comme le font certains pays, c'est-à-dire au Maroc. Maintenant, j'espère qu'ils vont le faire. Il nous reste une petite poignée de minutes. Je vais vous demander d'être bref à tous les deux. Pour revenir à la question du Sahara, Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était dans la région il y a quelques semaines. Il était arrivé, on avait remarqué, dans un avion espagnol. En quoi cette évolution de la position espagnole pourrait-elle aider la mission du diplomate italo-suédois? Brièvement, pour laisser Samir Benis réagir aussi. Le diplomate, donc Staffan de Mistura, quand il a pris le dossier, il le connaît. Il a travaillé au niveau des Nations Unies sur plusieurs dossiers. Il connaît ce dossier-là. C'est un Italien et Suédois, donc italo-suédois, donc il connaît le dossier et il connaît la portée de ce différend sur le bassin méditerranéen et tout ce que ça peut causer avec la migration, la sécurité et autres. Et lui, il y a les deux propositions. La proposition marocaine qui est vraiment une proposition aujourd'hui qui est confirmée par l'ensemble des États, on va dire, qui ont un poids
dans l'arène internationale. Aujourd'hui, quand l'Espagne prend cette position, bien sûr que Staffan de Mistura, ça va l'orienter dans un sens de voir que la position du monde ou des puissances moyennes, si vous voulez, ou des grandes puissances, vont dans quel sens pour définitivement arrêter ce différend qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être, et pour arrêter cette instabilité, parce qu'on parlait de différents à faible intensité, mais qui peut, avec ce qui se passe au Sahel, devenir quelque chose de grande intensité et qui peut avoir un impact sur toute la région. Rappelons-nous de ce qui s'est passé en Libye il y a quelques années. Samir Bennis, étant à New York, vous avez commencé, vous allez terminer. À Washington, excusez-moi, vous allez terminer, donc c'est la même question. Quand on sait que l'Allemagne, la France et l'Espagne maintenant sont alignés sur la même position de reconnaître le sérieux, la crédibilité et le réalisme du plan d'autonomie marocain, est-ce que ça ne devrait pas aider un peu plus ou fluidifier la mission de Staffan de Mistura? Vous avez une minute. Parce que l'Espagne est l'ancienne puissance coloniale du Sahara et parce que le Maroc a des droits historiques et légaux sur le territoire, et parce que le Maroc a présenté un plan d'autonomie viable et sérieux et crédible, cette position de l'Espagne va servir à Staffan de Mistura comme une boussole pour lui permettre de guider le processus onusien vers le sens du projet d'autonomie marocain, d'autant plus que ce projet jouit depuis maintenant des années d'un consensus international croissant qui a été confirmé d'abord par la reconnaissance américaine du Sahara marocain, la position allemande, puis la position espagnole. Et j'insiste toujours sur le fait que maintenant, il appartiendra à la France, la première puissance qui est coloniale, entre guillemets, du Maroc, puisque le Maroc est un protectorat d'un point de vue légal. Il appartient à la France maintenant de prendre sa responsabilité et de prendre une position similaire à celle de l'Espagne. Merci Samir Bennis. Nous allons donc attendre en fin de semaine prochaine la réunion qu'il y aura entre José Manuel Albares, le ministre espagnol des Affaires étrangères, avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Merci à vous d'avoir été avec nous à partir de Washington. Samir Bennis, merci à vous, Ali Harichi. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.